Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette troisième journée des épaules de géant. Cette manifestation, c'est sa deuxième édition qui se tient au Havre avec pour ambition de vous faire découvrir l'état de la recherche, faire rencontrer des ingénieurs, des chercheurs. Pourquoi ce nom sur les épaules des géants? Parce que, alors ça remonte, hein, un philosophe du XIIe siècle, Bernard de Chartres, disait que nous étions des nains juchés sur les épaules des géants. Les géants, ce sont tous les penseurs des siècles précédents qui ont accumulé du savoir, des connaissances, et nous sommes juchés sur leurs épaules et nous voyons plus loin, nous tentons de faire avancer la connaissance. Voilà pourquoi nous sommes juchés sur les épaules des géants pendant 3 jours ici au Havre. Alors, je vous fais rapidement ce qui vous attend dans la journée, parce qu'il y a déjà eu pas mal de rencontres, mais il y a encore de très beaux rendez-vous à venir. Ici sur scène, ce sera à 11h45, nous aurons un rendez-vous avec le chef étoilé Thierry Marx, qu'on ne présente plus, et un physico-chimiste, Raphaël Aumont. On sera là sur scène, on aura une paillasse, ils vous feront quelques démonstrations, et puis on va parler cuisine et science, comment la science permet de trouver de nouveaux agencements de saveurs, comment les cuisiniers travaillent pour envoyer des plats savoureux aux astronautes dans la Station spatiale internationale. Voilà le genre de questions qu'on abordera avec eux. Dans l'après-midi, plusieurs rendez-vous aussi vraiment intéressant que je vous conseille, notamment à 15h45, on aura rendez-vous avec 2 astrophysiciens qui vont nous parler de Mars. Alors vous avez peut-être vu, il y a un rover martien au fond de cette salle qui est à taille réelle, échelle 1. C'est Persévérance, ce rover qui crapahute actuellement à la surface de Mars. On parlera plus généralement de toutes ces missions qu'on envoie sur Mars, et puis peut-être aussi de la possibilité un jour d'aller poser le pied sur Mars. À quand un homme ou une femme sur la planète rouge? Ils nous raconteront pourquoi on n'y est pas encore, est-ce qu'on y sera un jour, est-ce que ça implique technologiquement d'aller si loin dans le système solaire. Et puis à 18h, un autre rendez-vous que je vous conseille, l'astronaute Claudie Aigneret, première femme française à être allée dans l'espace, qui sera ici sur scène interrogée par Mathieu Vidard, un grand entretien à 18h. Mais pour l'heure, vous le savez, puisque vous êtes venus, nous vous proposons une rencontre avec des lectures de textes autour des vies d'Irène Curie. Pour animer cette rencontre, Stéphanie Duncan, journaliste à France Inter, je lui laisse le soin de vous présenter ses invités. À tout à l'heure. Bonjour, merci beaucoup d'être là ce matin pour évoquer la figure passionnante et inspirante, je pense, d'Irène Joliot-Curie. Avec elle, au cas où nous l'aurions oublié, nous nous rappellerons que les géants peuvent aussi être des géantes. D'ailleurs, l'affiche de la manifestation, la très belle affiche, nous le rappelle. Irène Joliot-Curie, donc chimiste, physicienne, prix Nobel de chimie en 1935, une femme de science d'exception. Et alors qu'aujourd'hui encore, les femmes demeurent moins présentes nettement que les hommes dans les emplois scientifiques ou les emplois d'ingénieurs, elles représentent moins d'un tiers des étudiants dans les sciences fondamentales. Et donc, on se dit qu'il est très important d'évoquer cette figure emblématique d'Irène Joliot-Curie. Très important d'en parler. Une femme de science inspirante, donc, mais aussi, nous le verrons, une femme engagée dans les combats de son temps. Elle a vécu un temps assez incroyable, donc la première moitié du XXe siècle, les 2 guerres, l'invention et l'explosion de la bombe atomique. Une femme donc, qui avait plusieurs vies, comme l'annonce le titre de cette manifestation. Une femme scientifique, une femme politique, et une femme militante des droits féministes, et puis une femme aussi qui avait une vie personnelle, amoureuse, familiale. Voilà, donc pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Denis Gutleben. Le voilà.
Denis Gutleben, qui est historien des sciences et de la recherche scientifique au CNRS. Bienvenue. Et je remercie également Constance Dolé. Constance Dolé, donc, qui est avec nous, merci beaucoup, comédienne, que vous avez pu voir sûrement au cinéma, au théâtre et à la télévision, dans Un village français notamment, entre autres. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous et elle nous fera le plaisir de lire quelques textes d'Irène Joliot-Curie. Elle n'écrivait pas beaucoup, mais voilà, on a retrouvé malgré tout quelques textes d'elle très intéressants. Alors, première question un peu abrupte peut-être, Denis Gutleben. Comment se fait-il qu'aujourd'hui encore, quand on cherche le nom, quand on demande à quelqu'un de nommer une femme scientifique, comment ça se fait que c'est encore Marie Curie ou sa fille, Irène Joliot-Curie, qui vient immédiatement? C'était quand même il y a plus d'un siècle. Précisément parce que c'était il y a plus d'un siècle, et je pense que ce sont des pionnières auxquelles on pense évidemment assez rapidement, et ce sont des pionnières qui ont quand même marqué très fortement le paysage scientifique. Marie Curie, 2 prix Nobel dans 2 disciplines différentes, ça s'est jamais revu depuis. Première professeure à la Sorbonne. Irène Joliot-Curie, enseignante à la Sorbonne aussi, mais aussi autre prix Nobel, 1935, prix Nobel de chimie, première ministre de la recherche de l'histoire de notre pays. Oui. Donc ça marque évidemment beaucoup et on pense immédiatement à elle. Alors, petit rappel biographique important. Irène Joliot-Curie est donc la fille de Marie Curie, née Sklodowska, et de Pierre Curie. Elle est née en 1897. Voilà, on la voit avec sa maman, un petit bébé bien rondillard. Alors, sa sœur, Ève Curie, sa petite sœur, aura un destin très différent de sa grande sœur, pianiste, femme de lettres, une femme engagée aussi, qui sera résistante dans la France libre. Elle mourra beaucoup plus tard que sa sœur. Elle vivra jusqu'à l'âge de 103 ans, donc elle n'a pas été en contact avec le radium, sans doute une des raisons pour cela. Irène Joliot-Curie donc va découvrir la radioactivité artificielle en 1934. On va l'évoquer avec vous. Mais j'aimerais d'abord qu'on comprenne, Denis Gutleben, comment se fait-il qu'une jeune fille comme Irène Joliot-Curie, une jeune Française, donc on est au tout début du XXe siècle, va devenir une femme de science exceptionnelle. Qu'est-ce qui fait qu'on devient une femme de science? C'est des questions qu'on se pose toujours aujourd'hui. Donc peut-être qu'elle va aussi nous donner des indices pour les jeunes femmes d'aujourd'hui, d'une certaine manière. Bon, il y a eu le modèle de sa mère et de ses parents, d'abord, peut-être. La mère, on la voit avec elle là, évidemment, mais il y a les parents, parce qu'il y a Marie Curie, Sklodowska Curie et Pierre Curie, mais il y a évidemment tout le contexte dans lequel évoluait Irène à l'époque, c'est-à-dire que c'était un milieu très, très proche de scientifiques, avec Jean Perrin, avec Aimé Cotton, avec Paul Langevin. Donc elle a baigné dans la science dès ses plus jeunes années, et malgré tout, il y a une petite étincelle qui doit s'ajouter. Parce que vous citiez aussi sa petite sœur, Ève Curie, qui, elle, n'a pas du tout baigné dans la science, qui est devenue une pianiste internationale, qui a travaillé avec l'UNESCO, etc. Donc, il y a le contexte, mais le contexte n'explique pas tout. Il y a aussi une passion naissante, un intérêt naissant qu'il faut d'ailleurs cultiver, comme vous le dites, chez les jeunes filles aujourd'hui aussi. Et donc, cette éducation quand même assez originale aussi qu'elle a reçue, Irène Joliot-Curie a écrit un livre sur sa mère, un petit livre, je crois qu'elle n'était pas une grande écrivaine, Marie Curie, ma mère, un très joli texte, et dans lequel elle évoque justement l'éducation très particulière qu'elle a reçue. Donc, est-ce que Constance, vous voudriez bien nous lire un passage assez éclairant de ce texte ? De l'enseignement un peu désordonné que j'ai reçu, j'ai conservé l'impression d'avoir peu travaillé et d'avoir obtenu avec peu d'efforts une très bonne formation scientifique, une bonne culture littéraire et une connaissance des langues vivantes, anglais, allemand, médiocre, mais suffisante, puisque j'ai pu ensuite facilement, par mon travail personnel, apprendre très bien l'anglais et l'allemand, en tout cas suffisamment pour les besoins scientifiques. Certes, j'étais fort mal préparée pour les compositions françaises du baccalauréat, et commenter une maxime de La Rochefoucauld ne m'inspirait absolument pas. Mais par la suite, j'ai appris sans difficulté à faire de la rédaction scientifique. Pendant que je commençais mes études à l'université, ma mère me fit traiter des problèmes de physique qui se traduisaient par des équations différentielles de divers types, de façon à me faire apparaître l'intérêt pratique
des problèmes mathématiques relatifs à ces équations. J'ai conservé un cahier où j'ai rédigé ces problèmes qui étaient choisis de manière très intéressante. Ma mère tenait à nous donner toutes les occasions possibles de faire de l'exercice physique, sous forme d'excursion ou de sport. Nous avons fait de la gymnastique, de la nage, de la bicyclette, du cheval. Nous avons ramé, patiné. À une époque où l'on commençait à peine à parler de sport d'hiver, ma mère nous a emmenés, ma sœur et moi, à Noël, dans une petite localité du Jura, pour patiner sur un lac. Et j'ai chaussé des skis là-bas pour la première fois, sur des pentes de 10 mètres de dénivellation. Malgré la modestie de ses performances, et bien qu'ensuite je sois restée jusqu'en 1922 sans retourner au sport d'hiver, je puis me vanter d'être sans doute l'une des plus anciennes skieuses de France. Merci. C'est étonnant quand même cette éducation, les sciences, pour une jeune fille au début du XXe siècle en France, et puis le sport. Le sport était en effet capital, parce que Marie Curie, comme Pierre Curie, adoraient aussi la pratique sportive, partaient souvent en sport d'hiver, prenaient leur bicyclette pour arpenter les routes de France, et les sciences, mais dans un contexte un peu particulier, c'est-à-dire que ces scientifiques avaient aussi créé une sorte de fraternité d'enseignement entre eux, c'est-à-dire qu'ils sortaient leurs enfants de l'école, qui considéraient un petit peu, pas positivement, comme une machine un peu à broyer pour exacerber un peu leur créativité, leur originalité. Et du coup, ces enfants bénéficiaient des cours de Marie Curie en physique, des cours de Jean Perrin en chimie, des cours de Paul Langevin en mathématiques, des cours de la compagne d'Émile Borel, le mathématicien, qui s'appelait Marguerite Borel, mais qui est mieux connue sous son nom de plume, s'appelle Camille Marbeau, qui était une romancière, une écrivaine, en français et dans les domaines plus littéraires, de Seignobos en histoire. Donc il y avait vraiment cette volonté de les sortir aussi de l'école pour leur donner, les ouvrir au monde, avec peut-être ce rapprochement. Pierre Curie avait aussi été éduqué à la maison par son propre père, et Marie Curie, elle aussi, n'avait pas suivi les cours d'école, mais pour d'autres raisons. C'est qu'elle a grandi en Pologne sous domination russe, et là-bas, les jeunes filles ne pouvaient pas aller à l'école. Pouvez-vous nous dire un mot quand même de la colonie d'Arc-Ouest, qui est quand même un phénomène assez extraordinaire dans ce début du XXe siècle? Alors, l'Arc-Ouest, c'est pas en Normandie, je suis désolé, c'est en Bretagne. C'est pas très loin de Paimpol. C'est pas très loin non plus, en effet. En fait, c'est un lieu qu'avait découvert le biologiste Louis Lapic et l'historien Seignobos, un lieu assez féerique selon eux, où ils ont acquis un certain nombre de terrains et ils les ont revendus à leurs collègues, à la Sorbonne entre autres, à l'Académie des sciences, etc. Et au bord de la mer, là. C'est au bord de la mer, voilà. Oui. Mais tout est au bord de la mer en Bretagne, de toute manière, ou presque. Et donc, les scientifiques se sont installés là-bas, ont vécu comme des voisins, mais aussi travaillé là-bas, ont profité de leurs vacances ensemble. On a fini par surnommer ce lieu Sorbonne-Plage ou Fort-la-Science, parce que c'était vraiment Ève Curie, qui, comme on le disait tout à l'heure, avait peut-être un peu plus de distance avec ses communautés, avait écrit un jour que parfois ça l'embêtait d'y aller parce qu'elle ne pouvait pas faire 3 pas sur la plage sans buter contre un membre de l'Institut. En fait. Donc, Irène va passer son bac en 1914. Mais elle va être confrontée très jeune à la guerre, en fait. Il va y avoir la Seconde Guerre mondiale, mais déjà là, elle n'a que 17 ans et elle va être confrontée à la guerre. Et très jeune, sa mère va lui confier une tâche assez incroyable pour une jeune fille de 17 ans, mais c'est elle qui insiste pour le faire. Sa mère, donc, dès 1914, a créé des appareils de radiographie transportables qu'on va appeler les petites curies. Vous pouvez nous expliquer brièvement, Denis Gutlebens, de quoi il s'agit? Alors, les petites curies, ce sont en effet des fourgons que Marie Curie a réussi à mobiliser, à acquérir grâce à des dons, et notamment des dons d'associations de femmes françaises, dans lesquelles on va installer des dispositifs de radiographie aux rayons X. Les rayons X ont été découverts en 1895 par un savant allemand qui s'appelle Röntgen, et assez vite les scientifiques se sont aperçus qu'au-delà de la découverte fondamentale que ça représentait, il y avait des applications très claires, et notamment des applications médicales, parce que les rayons X pénètrent à l'intérieur du corps et permettent d'y voir les lésions, notamment. Les balles, dans le cas de... Dans le cas de la Première Guerre mondiale et du conflit, c'était des balles, mais aussi des éclats d'obus, c'est-à-dire que
plutôt que de charcuter les blessés sur le front, eh bien, grâce à ce dispositif, on peut repérer plus précisément où est l'éclat, où est la balle. Et ça a eu un impact considérable, puisqu'il y a plus d'1 million de photographies de clichés au rayon X qui ont été pris pendant la Première Guerre mondiale grâce à cet effort de Marie Curie et d'Irène Joliot-Curie. Donc Marie Curie n'a pas beaucoup de personnel qualifié pour partir ainsi sur le front, finalement. Et donc elle envoie sa fille qui insiste pour le faire, et elle a écrit justement un texte sur cette expérience hors norme, on peut dire. Ma mère m'a appris à me servir des appareils et m'emmena comme manipulatrice dans plusieurs de ses expéditions entre novembre 1914 et mars 1915. Ensuite, les besoins de personnel augmentant, je fus amenée à rester sans elle pour assurer le service pendant le temps nécessaire pour former des manipulateurs ou des radiographes. Ma mère ne doutait pas plus de moi qu'elle ne doutait d'elle-même et n'hésita pas à me laisser seule, âgée de 18 ans, avec la responsabilité du service de radiographie dans un hôpital anglo-belge, à quelques kilomètres du front, près d'Ypres, avec en plus la tâche peu aisée d'enseigner les méthodes de localisation des projectiles à un médecin militaire belge, ennemi des notions les plus élémentaires de géométrie. En octobre 1916, je partis seule avec les appareils pour installer un service de rayon X à l'hôpital militaire d'Amiens. Je surmontais les petites difficultés du moment en réussissant à faire extraire mes appareils du train dans cette ville parfois bombardée par les avions et encombrée de transports militaires de toutes sortes. Et j'installai rapidement le poste avec l'aide d'un sergent et d'un jeune étudiant en médecine. C'est alors que je m'aperçus que le travail de mon prédécesseur avait ancré dans l'esprit du médecin-chef de l'hôpital la conviction que la radiographie ne servait absolument à rien. Quand le service fut bien en marche et le médecin-chef tout à fait converti au mérite de la science appliquée à la médecine, ma mère vint voir le service à l'occasion de la visite d'un inspecteur général militaire. Je me souviens avoir réprimé avec peine une forte envie de rire quand j'entendis ma mère parlant avec cet inspecteur faire allusion aux divers postes qu'elle avait installés avec votre gracieuse autorisation. Or, le nom de l'inspecteur en question revenait toujours dans les conversations de ma mère à propos des difficultés qu'elle rencontrait de la part du service de santé militaire pour installer des postes dans la zone des armées. Ma mère pouvait être diplomate à l'occasion, quand il ne s'agissait pas de ses propres affaires, mais de questions d'intérêt général. Merci. C'est étonnant quand même, hein. Il faut faire preuve de diplomatie, et ces femmes sont d'un courage. Elles sont novatrices en même temps. Elles sont novatrices, mais il y a une question de coût, évidemment, à mobiliser. Il y a une question de nouveauté de cette technique qui fait qu'elle n'a pas encore été acceptée par les médecins qui opèrent sur le front. Donc elles doivent se battre. C'est d'ailleurs assez intéressant, c'est assez symbolique, parce que les rayons X, c'est quand même une découverte très fondamentale dont on voit quand même assez vite les retombées très, très, très pratiques. Ça, c'est juste au passage un petit argument pour montrer qu'il faut continuer à soutenir la recherche fondamentale, parce que c'est elle qui produit des applications comme on les voit là. Donc, dès 1918, la patriote Irène Joliot-Curie, qui était anti-allemande, va se transformer en pacifiste assez rapidement. Voilà, elle considère assez jeune que la science doit servir à la paix. Oui, tout à fait. Alors, il y a une raison très, très simple déjà dans son esprit. Déjà, de manière assez générale, la communauté scientifique, même si elle est partie comme un seul homme combattre en 14-18, est plutôt orientée vers la paix entre les nations et par la collaboration scientifique entre les nations. Mais il y a aussi le fait qu'en retournant au laboratoire, à l'Institut Curie, avec sa mère, qu'on voit ici en photo. Voilà la photo, là, oui. En fait, tous les laboratoires de France, dont cet institut, tous les amphithéâtres, toutes les universités à l'époque ont été littéralement laminés. C'est-à-dire, on n'imagine pas aussi, on imagine le conflit, mais les suites sont absolument terribles. La moitié des étudiants de la Sorbonne des promotions de guerre
sont morts. En 14, par exemple, il y a 200 étudiants à l'école normale supérieure, l'école qui forme à l'époque un petit peu l'élite des savants. Sur la promotion 14, en 1918, sur les 200, il en reste qu'une dizaine encore valides. Donc c'est une vraie hécatombe, une vraie boucherie que ces scientifiques constatent de près, qu'Irène Joliot-Curie constatera de près. C'est une des raisons pour lesquelles plus jamais ça, comme on disait à l'époque. Donc Irène Joliot-Curie devient l'assistante de sa mère. Il faut rappeler aussi que le père d'Irène est décédé en 1906, c'est bien ça. Donc elle devient un peu l'adulte, presque la complice, comme une remplaçante un peu de son père. Elle va former avec Marie, sa mère, une sorte de couple scientifique, une grande complicité se crée entre elles. Et donc elle travaille à l'Institut du Radium avec sa mère. Elle prépare une thèse sur le rayonnement du polonium, qui est soutenue, qu'elle soutient en 1925. Est-ce que vous pouvez nous expliquer relativement simplement en quoi consistaient ces travaux à partir de ce moment-là pour Marie et Irène Joliot-Curie ? En fait, c'était poursuivre les travaux pionniers qui avaient été lancés justement par Henri Becquerel, lancés puis arrêtés par Becquerel et poursuivis par Marie et Pierre Curie justement, c'est-à-dire l'étude des radioéléments nouveaux, de leur rayonnement. Alors la thèse d'Irène Joliot-Curie, c'est sur le rayonnement alpha du polonium découvert par sa mère et son père, c'est-à-dire étudier finalement ces éléments, leur rayonnement, l'intensité de leur rayonnement. On est vraiment au tout début de ce qu'on appelle aujourd'hui, et qu'on n'appelait pas encore à l'époque, la recherche nucléaire. Il faut vraiment se projeter il y a un siècle et voir que on connaissait encore quasiment rien de ce champ-là qu'on croit plus ou moins bien maîtriser aujourd'hui. Et c'était des tâtonnements pour essayer de tout comprendre dans ce domaine. Je vais juste rebondir sur le décès un instant de Pierre Curie que vous avez évoqué. Les deux premières images sont assez frappantes parce que vous avez vu Irène en compagnie de sa mère en 1898 et une autre photo en 1908. Et c'est surtout le visage de Marie Curie qui est frappant. On la voit souriante en 1898. En 1908, elle est décomposée parce que, en 1906, en effet, Pierre Curie est mort dans un accident tragique de la circulation à Paris. Sa tête a été écrasée par un véhicule qui passait après qu'il ait chuté sur la route. Ça a été une catastrophe, une calamité pour cette famille. Et vous avez raison de dire qu'après le décès de Pierre, ça a été peu à peu Irène qui est devenue la complice affective et scientifique en même temps de sa mère. Il n'empêche, Irène Joliot-Curie, donc femme de science, complice de sa mère, va quand même avoir une vie amoureuse, une vie personnelle. Elle se marie avec Frédéric Joliot, avec lequel elle va former un couple aussi, un peu comme celui de ses parents, un couple assez moderne, je dirais. Tous les deux sont scientifiques, ils aiment la science, il accepte que sa femme travaille, il s'occupe des enfants. C'est important aussi d'évoquer cette question-là pour les femmes qui sont dans ce secteur des sciences. Et il y a l'idée aussi d'une transmission, donc transmission du modèle parental. Et elle-même va donc avoir cette vie, cette complicité à la fois amoureuse et professionnelle, scientifique. C'est assez beau. C'est une sorte en effet de prolongement de l'histoire qui a été lancée par Pierre et Marie Curie. Donc Frédéric Joliot, c'est quelqu'un qui est assez extérieur finalement quand même à l'origine à ce milieu-là. Ses parents, son père travaille dans la manufacture des tissus, est plutôt bien réussi, et il réalise des études d'ingénieur à l'école supérieure de physique et de chimie de la ville de Paris sous la conduite de Paul Langevin. Et il en sort major de promotion, et c'est Langevin qui l'envoie rencontrer Marie Curie dans un milieu qu'il connaissait finalement assez peu. Il s'y présente. Joliot est par ailleurs, enfin ça c'est peut-être très subjectif, mais assez bel homme. Il se présente, c'est en 1920. C'est important. D'accord, voilà. Ça reste subjectif, important mais subjectif quand même. Il se présente en uniforme de capitaine parce qu'il est en train de faire son armée dans le génie, et donc il se présente là-bas. Il séduit scientifiquement tout de suite Marie Curie, qui lui propose de commencer à travailler le lendemain à l'Institut du Radium. Donc Joliot s'inquiète en disant il me reste encore 3 ou 4 semaines de classe à faire, et elle dit ne vous inquiétez pas, j'écris à votre colonel,
laquelle vous commencez demain. Et donc, dès le lendemain, ce jeune chercheur très brillant commence son travail là, commence à travailler avec Irène Joliot-Curie. Et donc, le rapprochement que vous évoquiez commence à se faire. Donc ensemble, en 1934, on avance dans le temps, ils vont découvrir la radioactivité artificielle. En quoi cette découverte marque une étape importante dans les sciences ? Alors, ils vont travailler pendant un certain nombre d'années, en effet, sur les radioéléments, pour suivre ce travail. Simplement, les radioéléments, jusqu'à présent, c'est des éléments naturels, le thorium, l'uranium. L'importance de leur découverte à l'époque, c'est que justement, ces radioéléments, c'est pour ça que l'appellation radioactivité artificielle qui est retenue aujourd'hui est un petit peu floue. C'est pas la radioactivité elle-même qui est artificielle, ce sont les radioéléments nouveaux qui vont pouvoir être conçus en laboratoire, qui eux sont justement des créations artificielles de laboratoire. Donc ça multiplie les sources de radioactivité possibles, envisageables, au-delà des sources naturelles qui ont été définies. Donc c'est déjà un grand progrès de l'esprit de savoir que ces radioéléments peuvent être fabriqués en laboratoire, mais en même temps c'est aussi un progrès du point de vue de toutes les applications qu'on peut avoir. Il est plus nécessaire de n'avoir que des sources naturelles de radioactivité. On peut aussi la fabriquer en laboratoire. Ce qui est intéressant, c'est le contexte aussi dans lequel se fait cette découverte, parce que aujourd'hui on parle beaucoup de la recherche scientifique, milieu extrêmement compétitif, on se tire la boule à l'international, les Anglais sont devant, les Allemands derrière, les Français combattent. Enfin, à l'époque déjà c'était le cas, et on se rend compte que au début des années 30, Irène et Frédéric Joliot-Curie, on reviendra peut-être sur cette appellation de Joliot-Curie tout à l'heure, sont vraiment en compétition intense avec d'autres équipes, celle de Rutherford en Angleterre, celle de Lise Meitner et Otto Hahn en Allemagne. Par exemple, la découverte du neutron en 1932 leur passe sous le nez, alors qu'ils étaient à deux doigts de découvrir le neutron. C'est James Chadwick, dans le labo de Rutherford en Angleterre, qui le fait. Et puis, d'autres découvertes aussi génèrent cette même concurrence, cette même compétition entre les labos, parfois quelques jours ou quelques semaines près de publication des articles. Mais ce sont eux, en effet, qui mettent le doigt sur cette radioactivité artificielle. Ce que vous dites, ça met le doigt sur l'idée que c'est important d'avoir une collaboration internationale aussi pour avancer dans les sciences. C'est à la fois une collaboration internationale et comme aujourd'hui, certains résultats, on se les garde un peu au chaud pendant quelques temps pour être sûr d'être les premiers à publier, parce qu'il peut y avoir, et en l'occurrence, il y a eu pour eux, un prix Nobel à la clé. Donc voilà, prix Nobel pour Irène et Frédéric Joliot-Curie en 1935, en décembre. Donc le couple se rend à Stockholm pour recevoir ce prix. On imagine que Irène a dû un petit peu se forcer à mettre cette robe du soir. Voilà. Elle qui n'était pas spécialement coquette. Voilà. Donc, mais c'est un grand moment néanmoins pour elle, parce que c'est une consécration, évidemment. C'est évidemment le couple, pour elle surtout. C'est une consécration avec un regret quand même. C'est pour elle, mais c'est le prix Nobel de chimie. Et le prix Nobel de physique est attribué la même année à James Chadwick pour la découverte du neutron. Donc il y a eu, à la fois, ils sont très heureux de se retrouver à Stockholm tous ensemble pour recevoir ces prix Nobel, et en même temps, voilà, il y a ce petit regret. C'est assez intéressant cette cérémonie Nobel. On avait hésité d'abord à faire lire le passage de discours Nobel. Puis nous-mêmes, on avait du mal à comprendre, donc on s'est dit... Vous, non, moi, oui. si, même moi un peu, mais je peux moins le dire en public. Mais enfin, maintenant, moi, j'ai pas peur de le dire. mais du coup, c'est assez intéressant parce que Irène Curie est réputée un peu comme la chimiste de l'équipe qu'elle forme avec son compagnon, et finalement, elle va faire un discours autour de la physique. Et Frédéric Joliot, qui est plutôt vu comme le physicien, sortant des études avec Paul Langevin, lui va lire la partie chimique, en fait, de ce discours. Et c'est vraiment ouais, c'est à la fois touchant et puis capital quand on le lit du point de vue scientifique de voir en effet ce couple qui s'est formé autour de cette recherche en particulier. Et le Nobel, qu'est-ce que ça change pour elle? C'est une reconnaissance, évidemment. Est-ce que c'est des financements en plus? C'est quelques financements en plus, parce que évidemment, il y a la Fondation Nobel qui donne de l'argent. Ça a permis déjà à sa mère d'acquérir du matériel, de financer une partie de la construction de l'Institut du Radium. On reproduit ce schéma-là, au-delà des quelques dépenses qu'on peut faire pour
convenances personnelles, parfois acquérir un logement ou autre, chez les Curie et les Joliot-Curie, on investit cet argent dans la recherche scientifique. Ouais. En sachant quand même que dans les années 30, ça commence à revêtir une grande importance, le prix Nobel. Ça l'était moins à l'époque de Marie Curie, mais aujourd'hui, c'est vrai que l'annonce d'un prix Nobel, ça a un retentissement international. Il a fallu quand même un peu du temps. Ce n'était pas dès la première année où tout le monde s'émerveillait devant le prix Nobel. Il a fallu prendre cette habitude-là. Donc nous sommes dans les années 30. Les années 30, bien sûr, c'est la montée des périls, l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Il y a eu déjà Mussolini. Irène Joliot-Curie va participer au comité antifasciste. Elle adhère en 1934 à la SFIO, donc le Parti socialiste de l'époque. Et en juin 1936, il y a donc la victoire du Front populaire. Léon Blum, donc le président du Conseil, fait quelque chose de totalement inédit. Il confie à des femmes des postes, des portefeuilles ministériels. Et parmi ces femmes, il y a 3 femmes. Et parmi elles, il y a Irène Joliot-Curie, donc qui se voit confier la tâche de sous-secrétaire d'État à la recherche. C'est quelque chose d'extraordinaire à une époque, je le rappelle, où les femmes ne sont évidemment pas éligibles et elles n'ont toujours pas le droit de vote. Oui, tout à fait. Alors, c'est une décision très forte et une acceptation très forte d'Irène Joliot-Curie qui rejoint en fait le gouvernement, selon elle, pas par passion pour la politique. Ça, c'est clair, net et précis. D'ailleurs, elle ne s'y plaira pas. Elle va partir au bout de 3 mois. Au bout de 3 mois. Mais pour faire avancer la cause de la science et la cause des femmes. Et elle va accepter ce portefeuille pour cette raison. Alors, une première précision, sous-secrétaire d'État à la recherche, pourquoi pas secrétaire d'État au ministre ? Déjà ministre, c'est parce qu'elle est rattachée au ministre que vous avez là, donc il faut quand même dire un mot, c'est Jean Zay, un très grand ministre de l'Éducation nationale, avec une œuvre considérable. Donc c'est auprès de lui qu'elle est rattachée. Pourquoi elle est sous-secrétaire d'État et pas secrétaire d'État ? Dans la Troisième République, il n'y a jamais eu de secrétaire d'État. Il n'y a eu que des sous-secrétaires d'État. Je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas vous l'expliquer, mais voilà, ça c'est résolu. L'autre aspect, en effet, c'est commencer à mettre en place un certain nombre de briques pour réorganiser la recherche dans notre pays. Elle reste peu de temps, mais elle arrive quand même à faire quelque chose dans ce ministère. Donc on a vu Irène Joliot-Curie, femme de science, une femme engagée politiquement. Elle le restera d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie. Elle prendra une des directions un peu différentes, plus communistes, même après la Seconde Guerre mondiale. Et c'était aussi donc une militante féministe. Alors je vous propose d'écouter un texte, Constance, si vous voulez bien le lire, un texte qu'elle a écrit en 1937, consacré au rôle social des femmes. Un texte très moderne, il me semble. Le rôle social des femmes a évolué très rapidement dans le courant des 50 dernières années, devenant profondément, en tout cas moins profondément différent de celui des hommes que par le passé. Parmi les conquêtes du féminisme, il n'en est pas de plus importante que le droit pour la femme d'obtenir les emplois pour lesquels elle est qualifiée par ses connaissances et ses aptitudes. Qu'il me soit permis de rappeler qu'à l'époque où Pierre Curie fut nommé professeur à la Sorbonne en 1904, on offrit à Madame Curie d'occuper le poste de chef de travaux créé pour son laboratoire. Ma mère, qui fut toujours extrêmement féministe, apprécia ce geste à sa valeur. Elle n'y vit pas seulement une marque d'estime pour elle, mais aussi un bel exemple de l'esprit libéral de notre pays, car à cette époque, les femmes n'avaient pas encore pénétré dans les cadres de l'enseignement supérieur. 2 ans plus tard, à la mort de Pierre Curie, elle le remplaça comme professeur à la Sorbonne. C'est ainsi que la France marqua, il y a 30 ans, la volonté de ne point faire de distinction entre les femmes et les hommes pour l'obtention des postes les plus élevés, dans une des branches les plus nobles de l'activité du pays. De plus en plus, les jeunes filles comprennent la nécessité d'assurer par leur travail leur indépendance économique, sans laquelle il ne peut y avoir de liberté. Je crois que c'est une évolution très désirable, tant du point de vue de la femme elle-même que pour la sécurité de la famille, car la maladie ou la mort de l'homme apporte souvent aux siens non seulement le chagrin, mais encore la misère. Merci.
C'est un texte intéressant parce qu'elle sait de quoi elle parle. Sa mère elle-même a dû travailler parce que quand son père est mort, donc vous l'aviez évoqué. C'est un féminisme très pragmatique, c'est-à-dire qu'on constate dans le laboratoire que la femme, quand elle travaille, est tout à fait l'égale de l'homme, est capable de faire les mêmes manips, de faire les mêmes découvertes, d'obtenir les mêmes prix. Et donc c'est cette reconnaissance tout simplement par le travail, dans le labo, mais parce qu'elle connaît cet exemple, mais partout ailleurs, en fait, qui, selon elle, parviendra à émanciper les femmes et à les faire reconnaître comme les égales d'eux. Mais c'est vrai que la photo qu'on a encore sous les yeux est quand même très frappante de la situation. On a donc là une personne qui vient d'obtenir un prix Nobel, qui est ministre de la Recherche finalement, et qui n'a pas le droit de voter encore à ce moment-là. C'est quand même extrêmement perturbant. En même temps, ça a dû être un plus aussi pour Léon Blum, pour son gouvernement, d'avoir une prix Nobel dans son gouvernement. Un plus et un moins, parce que visiblement, notamment les réunions en Conseil des ministres et autres, étaient parfois un petit peu compliquées, parce que Irène Curie, disons, avait un franc-parler, une intégrité, voilà, elle passe sa langue dans la poche, visiblement elle a déstabilisé plus d'un ministre. Enfin, c'est pour ça que très vite on l'a orienté ailleurs qu'en politique, parce que la franchise et autres valeurs comme celle-ci, parfois c'est un petit peu plus difficile à faire valoir en politique qu'en science. J'espère qu'il n'y a pas trop de politique dans la salle. Mais... Pas trop de clichés quand même. Alors, Irène Joliot-Curie, donc arrive, voilà, pour tout le monde, arrive la Seconde Guerre mondiale, 1939, 1940, la défaite française, et elle va être parmi les Français qui vont partir sur les routes de l'Exode avec son mari, ses enfants. Mais elle, donc, c'est pas uniquement pour fuir, voilà, l'invasion allemande, comme tous les autres Français. Elle a des raisons particulières de le faire avec son mari. Alors, elle a des raisons. Il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons scientifiques déjà, c'est que on a travaillé en France juste avant le conflit sur la synthèse atomique, sur la mise au point de la réaction en chaîne. On dispose d'un certain nombre d'éléments, le radium, l'eau lourde et autres qu'il faut préserver, cacher des Allemands pour éviter qu'ils poursuivent en fait les recherches qui ont été lancées. La France était très à la pointe dans ces recherches justement sur la réaction en chaîne, liée à une découverte. Juste l'énoncer en un mot, c'est à la fin des années 30, c'est justement Lise Meitner, Otto Hahn, qui découvre la fission nucléaire et donc qui ouvre toutes ces recherches-là. Et on entrevoit déjà, dès 1939, Frédéric Joliot a déposé un brevet sur les applications explosives, on va dire, de cette fission, de cette réaction en chaîne. Donc on essaye de protéger tous les appareils, tous les matériaux nécessaires de l'avancée allemande. Donc ils partent en exode avec tout ça. Il ne faut absolument pas que les Allemands mettent la main sur ce matériel. C'est vital. Et il y a une autre raison quand même pour Irène Curie qui commence à apparaître à ce moment-là, c'est que très régulièrement, elle va devoir interrompre quand même ses recherches parce qu'elle commence à souffrir, tout simplement. Elle est malade assez régulièrement. Elle est victime des rayonnements qu'elle étudie, parfois sans prendre très garde à sa propre sécurité. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles elle est contrainte assez régulièrement de s'éloigner de Paris dès cette époque-là. 1945, c'est donc la fin de la guerre mondiale qui se termine par 2 bombes atomiques donc, au Japon, Hiroshima, Nagasaki. Irène Joliot-Curie est soulagée évidemment de la fin de la guerre, mais elle voit quand même dans ces explosions atomiques le signe d'une trahison des États-Unis à l'idéal scientifique et l'idéal de liberté. C'est plus que l'idéal. En fait, leur volonté, c'était clairement de développer la recherche dans ce domaine-là pour ses applications exclusivement civiles et pacifistes. C'était pas du tout pour arriver à de tels engins de mort. Après, on peut discuter justement de l'effet qu'ils ont eu dans le fait d'arrêter plus tôt ou plus tard le conflit, notamment avec le Japon. Mais il n'empêche que pour eux, il n'y a aucun doute, ces recherches doivent se poursuivre, mais vraiment pas pour ce genre d'application meurtrière. Et donc, ça va devenir un combat à partir de 1945 pour Irène comme pour Frédéric Joliot-Curie, qui est un combat qui vont avoir de cesse de porter, avec des critiques très très fortes sur la recherche nucléaire.
telle qu'elle est imaginée. Donc en 1946, Irène Joliot-Curie est nommée commissaire du tout nouveau CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, qui a été créé l'année précédente par De Gaulle. Voilà, on a donc une photo, là on voit Frédéric Joliot et Irène Joliot-Curie. Donc elle se faisait appeler comme ça parce qu'elle voulait garder son nom de naissance. Hein. Voilà. Donc elle est aussi maître de conférence, professeure à la chaire de physique générale et de radioactivité à la faculté des sciences. Elle a pris la direction aussi de l'Institut du radium. Et c'est l'époque où tous les deux, donc le couple, se rapproche du Parti communiste. Et surtout Frédéric, d'ailleurs, qui est membre du parti, elle ne sera jamais membre. Elle est très active dans le combat pacifiste, toujours le combat féministe. Donc à ce moment-là, il y a eu, évidemment, les femmes ont voté pour la première fois en 1945. Donc là, on a cette photo. On va voir aussi voilà, l'énergie atomique pacifique. Donc c'est là où ça va commencer à coincer pour eux, parce que quel est leur travail au CEA et eux, ils cherchent quoi? Ils cherchent une énergie atomique pacifique. Donc. Alors, ça ne coince pas tout de suite, justement, parce qu'on leur confie les responsabilités. Frédéric Joliot-Curie juste sur le nom. En fait, Irène Curie a continué à signer ses articles scientifiques de son nom de jeune fille, Irène Curie. C'est au moment du prix Nobel que, dans les médias, on a commencé à les appeler les Curie-Joliot. Et c'est Paul Langevin qui, un jour, a dit en public, devant l'Assemblée des professeurs de la Sorbonne, qui a présenté les époux Joliot-Curie, et c'est comme ça que cette appellation est entrée dans l'usage courant. Donc, c'est au début, au moment de la libération, c'est pas le moment le plus difficile où on les tient à l'écart, justement parce qu'on leur confie des responsabilités. Notamment, De Gaulle le confie à Frédéric Joliot le Haut Commissariat à l'énergie atomique du nouveau CEA et à Irène Joliot-Curie un poste de commissaire avec Francis Perrin qu'on voit là et d'autres personnalités. Donc on se partage l'organisation du CEA avec justement cette ambition d'en faire un établissement entièrement dédié aux recherches pacifiques, dédié à la recherche sur l'énergie atomique civile et à la production d'électricité, à l'électronucléaire. Et ça fonctionne pendant un certain nombre d'années, puisqu'ils vont l'un et l'autre rester au sein du CEA jusqu'en 1950. Ils vont aussi contribuer l'un et l'autre à réorganiser la recherche française au lendemain du conflit, une recherche qui a été quand même laminée, qui a été pillée par l'occupant, recréant notamment et réorganisant, notamment à partir de 1945, un merveilleux établissement que l'univers entier nous envie, c'est le CNRS. Je le dis parce qu'il me paye aussi mon salaire, donc il fallait que je fasse un petit peu de pub au passage. Mais donc, il travaille à la réorganisation de la recherche française, mais à la réorganisation de la recherche atomique à cette époque-là, dans leurs fonctions, jusqu'en 1950, où justement leur position en faveur d'un nucléaire exclusivement civil, et puis leur position, comme vous l'avez dit, pro-communiste, conduiront à leur renvoi. Oui, c'est ça. En 1951, je crois, Irène Joliot-Curie, oui, ou 50, voilà. Et donc, elle avait été aux États-Unis dans les années 20 pour faire connaître ses travaux et sans doute aussi obtenir des financements. Et la voilà de nouveau invitée à un épisode assez étonnant. C'était en 1948, en mars 1948, c'est l'époque du macartisme aux États-Unis. Elle est invitée aux États-Unis, mais elle est emprisonnée à Ellis Island, là où on reçoit les nouveaux arrivants. Elle est donc emprisonnée une nuit à New York parce qu'elle est accusée d'être de communiste. Et c'est quand même un épisode assez étonnant. C'est vraiment, oui, deux voyages assez intéressants, parce qu'en 22, elle y va avec Marie Curie pour recevoir 1 gramme de radium offert par les femmes de l'Association des femmes américaines à la Maison-Blanche avec le président Harding. Donc elle est couverte d'honneurs, de doctorats honoris causa, etc. à travers le pays. Et en 48, en effet, elle y retourne. Simplement, en 48, on sait qu'elle est proche du Parti communiste. Et pour les Américains, c'est quand même pas... c'est en pleine guerre froide. Au début de la guerre froide, on commence à se crisper. Et donc, quand elle arrive là-bas, en effet, comme vous le dites, elle est enfermée à Ellis Island. En plus, elle a
comme d'habitude, un discours qui n'est pas fait pour arrondir les angles, parce qu'elle rappelle que les États-Unis sont beaucoup plus prompts à accueillir d'anciens scientifiques nazis plutôt que d'accueillir des gens qui s'intéressent à la cause des peuples, comme elle, à travers son communisme. Oui, elle est un peu passée à côté de la réalité de ce qui se passait en Union soviétique. Voilà. Libérée, donc elle est rapidement libérée et elle va pouvoir rendre visite à Albert Einstein, qui vit donc à cette époque-là à Princeton. Les voilà ensemble, ces deux grands, éminents savants. Einstein, d'ailleurs, qui ne reviendra jamais, qui a quitté l'Allemagne en 1933, pour la raison évidente, et qui ne reviendra jamais en Europe. Tous les savants qui voulaient le rencontrer sont allés aux États-Unis. Donc Irène Joliot-Curie, vous l'avez dit, Jenny Gutleben était une femme malade aussi, malade de la tuberculose, et puis évidemment, elle a été en contact, vous l'avez dit, avec les rayons X, avec des matériaux radioactifs. Depuis l'âge de 17 ans, elle est en contact avec tous ces matériaux, et elle va être victime à 59 ans d'une leucémie aiguë, comme sa mère d'ailleurs, et c'est quand même assez fou, quoi. Il y avait quand même une forme d'imprudence, parce que elle savait en fait les risques qu'elle prenait. J'ai lu qu'il lui arrivait d'aspirer une solution de polonium avec une pipette, avec sa bouche, quoi. Donc au lieu d'utiliser une seringue, donc elle avait conscience des risques. Alors, contrairement à une idée courante, en effet, on avait conscience des risques. Il y avait déjà beaucoup de maladies, de décès qui s'étaient déclarés dans les différents laboratoires, donc on savait parfaitement, mais il y a une sorte de fascination par la science, par les phénomènes qu'on étudie, et puis une sorte peut-être de retrait de sa propre personne par rapport à ses recherches, qui ont fait qu'en effet, elle n'a pas respecté ce qui pourrait être des consignes évidentes. La photo que vous citez, elle est assez forte. En effet, on voit, et elle est conservée, vous le trouverez assez facilement même sur Internet, on la voit aspirer avec une pipette cette solution de polonium, alors qu'on recommandait quand même l'usage de la seringue, mais l'usage de la seringue, c'était un peu long, ça faisait perdre quelques secondes, donc elle préférait y aller à la pipette. Son compagnon, Frédéric Joliot, est lui aussi décédé très jeune, 2 ans rapidement après elle. Après elle. Donc elle est morte le 17 mars 1956. Irène Joliot-Curie a été donc une scientifique reconnue. Elle s'est battue pour ça, comme sa mère. Elle a reçu le prix Nobel, mais 4 fois elle a postulé à l'Académie des sciences, mais elle n'a jamais été reçue. Elle disait « Les immortels ne veulent pas de femmes ». Est-ce qu'elle a été reconnue quand même en France à sa juste mesure? Est-ce que les Français étaient plus misogynes que les Suédois? À sa juste mesure, certainement, en tout cas a posteriori maintenant. En revanche, il est vrai que dans le cas de l'Académie des sciences, ils ont refusé Marie Curie, ils ont refusé à plusieurs reprises. Alors Marie Curie a fait une tentative, ça s'est tellement mal passé. En plus, c'était dans le contexte de l'affaire Langevin. Enfin, voilà, c'était très compliqué. Donc, elle a décidé de ne plus jamais reproduire sa candidature. Irène Joliot-Curie a tenté à plusieurs reprises et s'est retrouvée à la porte à chaque fois de l'Académie des sciences. Il a fallu longtemps, quand même, pour que cette vénérable assemblée évolue. Malgré tout, avec Marguerite Perret, qui était donc la première femme à rentrer à l'Académie des sciences, j'espère ne pas dire de bêtises, vous vérifierez tout sur Wikipédia, comme ça se fait maintenant après, mais qui était la première à rentrer, qui était une élève et une chercheuse de l'Institut du Radium, Institut Curie à ce moment-là, et qui avait découvert, entre autres, si je ne me trompe pas, le francium, un nouvel élément justement dans ce laboratoire. Mais ça date des années 60 ou 70, donc il a fallu longtemps pour que l'Académie des sciences ouvre ses portes aux femmes. Qu'est-ce qu'Irène Joliot-Curie nous dit encore aujourd'hui, que la science n'a pas de sexe et que c'est important d'avoir des modèles aussi, peut-être? Alors les modèles, c'est important, mais il faut quand même y prendre garde. C'est-à-dire que s'émanciper. Voilà, s'émanciper des modèles, parce que alors je vais peut-être faire un peu de provoque sur la fin, et c'est filmé, j'en suis désolé. Mais il y a le modèle, et c'est passionnant d'étudier leur parcours, mais il ne faut pas que ça devienne castrateur non plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller voir les jeunes filles au collège ou au lycée en leur disant vous aussi, vous pouvez faire de la science. Regardez, Marie Curie en a fait. Enfin, moi, si on était venu me voir en disant tu peux aussi faire de l'histoire, regarde, Marc Bloch ou Fernand Braudel en ont fait, moi, je serais allé faire autre chose parce que j'aurais été tétanisé par ces exemples. Faire quoi? C'est ça la question. Leur montrer que c'est quelque chose de naturel, que c'est pas forcément, que c'est merveilleux de connaître le parcours de Marie Curie, mais que ce n'est
un beau fleuron, un magnifique fleuron parmi toutes les femmes de science peut-être plus méconnues, mais qui ont réussi sans atteindre les 2 prix Nobel dans 2 disciplines, etc. C'est aussi le fait que, ce qui est intéressant chez elle aussi, peut-être, c'est le fait qu'elle était heureuse dans sa vie, quoi, tout court. Enfin, que c'était pas une femme, c'était pas une nonne enfermée dans son laboratoire, dans une tour d'ivoire. Elle avait une vie. Voilà, même si elle était scientifique avant tout. Il y a de même manière que les hommes qui font de la science ont une vie, il n'y a pas de raison que les femmes qui font de la science n'aient pas de vie, tout simplement. Ça peut faire peur. Même si dans les 2 cas, on a des contre-exemples. Je veux dire, on parlait de Lise Meitner, des laboratoires de Lise Meitner qui faisaient concurrence dans les années 30 au Joliot-Curie. Là, on a un exemple plutôt de non-scientifique, en fait, qui a renoncé à toute sa vie pour faire la recherche. Mais il y a aussi des moines scientifiques. Voilà. Einstein n'en étant pas un, puisqu'il appréciait beaucoup les dames, oui. Et les plaisirs de la vie de manière générale. Oui. En 2001, un prix a été créé, le prix Irène Joliot-Curie, justement pour lutter contre la faible présence des jeunes femmes dans les études scientifiques et pour promouvoir donc leur place dans la recherche, dans les technologies françaises. C'est important de faire un prix comme ça ? C'est important. Après, on peut faire des prix. Il faut aussi qu'il y ait des postes à offrir. Il faut aussi qu'il y ait une vraie politique, une vraie vision et politique de la recherche. Mais en effet, des postes et des financements déjà. Parce qu'après, on peut encourager toutes les femmes que l'on veut à faire de la recherche si au final, il n'y a pas de poste pour les recruter. Voilà. C'était mon petit engagement militant là, sur la fin. Vous m'avez tendu la perche. J'en profite. Merci beaucoup, Denis Gutleben. Merci, Constance Delay. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je crois qu'il y a des micros qui circulent. On serait très ravis vraiment de vous entendre. Pas de questions ? Oh, si. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît ? Bonjour. Bonjour. Merci pour ce passionnant survol de la vie d'Irène Joliot-Curie. Je me demandais, est-ce qu'elle a eu des enfants et qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Oui, elle a eu des enfants. Je suis d'autant plus heureux d'en parler que je les connais. Elle a eu une fille, un garçon, une fille qui s'appelle Hélène Langevin, qui est physicienne nucléaire au CNRS, à l'IN2P3 du CNRS, et Pierre Joliot, qui est un biologiste très réputé, puisqu'il a eu la médaille d'or du CNRS sur ses travaux dans un institut qui s'appelle l'Institut de biologie physico-chimique, travaillé entre autres sur la photosynthèse des plantes et autres. Donc oui, et il y a des petits-enfants qui poursuivent la carrière scientifique, c'est-à-dire que chez les Curie, on se transmet la science de père en père et mère en fils et en fils. C'est compliqué maintenant de faire le tour, et avec un certain succès quand même. Et d'ailleurs, juste en demandant si on peut retracer avec autant de précision, ce que vous avez dit, on n'a fait que survoler, on aurait pu passer la journée dessus, voire au-delà. C'est aussi parce que justement, ces enfants et petits-enfants sont très soucieux de protéger, sauvegarder, promouvoir la mémoire de leurs parents en toute transparence. En plus, les archives sont ouvertes, sont accessibles, on découvre beaucoup de choses dedans. Il y a un musée Curie, des archives Curie à Paris. Je vous encourage à aller visiter le musée Curie. Il est petit, mais magnifique. Et donc, ça permet d'entretenir cette mémoire et de bien connaître le parcours de leurs parents et grands-parents. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je disais que c'était un peu castrateur, vous voyez, Marie Curie, ça paralyse tout le monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas évoquées, qu'on aurait pu... Il y avait une complémentarité aussi entre les deux, parce que vous parliez du communisme d'Irène et de Frédéric Joliot-Curie. Certains disaient Frédéric Joliot-Curie, c'était plus un communiste de salon, parce qu'il était très à l'aise avec les gens, etc. Tandis qu'Irène était beaucoup plus... une taiseuse. Une taiseuse, et on la sentait plus enragée, soi-disant, sur son communisme. Donc, dans tous les domaines, il se complétait assez admirablement, même dans celui-ci. Or, lui a été engagé et encarté auprès du Parti communiste avant 1945. Ça date de l'occupation et de sa résistance. On connaît un peu l'œuvre de résistance de Frédéric Joliot, et même si vous la connaissez pas... Vous pouvez nous le rappeler brièvement ?
Donc il est parti en Angleterre avec c'est ça, avec l'eau lourde. Alors l'eau lourde a été planquée d'abord en France, puis a été embarquée à bord d'un navire qui a quitté par Bordeaux la France. On l'a dissimulé, mais il est entré d'abord dans la résistance, puis dans la clandestinité de la résistance des 41, dans la clandestinité en 44, en dissimulant justement sa compagne qui était quand même bien malade à ce moment-là et ses 2 enfants en Suisse. Enfin, il y a eu une vraie activité. D'ailleurs, même si vous ne voulez pas lire les excellentes biographies qu'il y a de Frédéric Joliot pendant cette période, regardez La bataille de l'eau lourde, par exemple, ce film où on le voit apparaître plusieurs fois, ou encore Paris brûle-t-il. À un moment, vous voyez Frédéric Joliot, un acteur jouant Frédéric Joliot, amenant des cocktails Molotov à la préfecture de police de Paris en disant on va libérer Paris. C'est lui qui joue son propre rôle? Dans Paris brûle-t-il, non. Dans La bataille de l'eau lourde, oui, mais dans Paris brûle-t-il, non. Merci beaucoup pour la conférence. Je voulais juste savoir, c'est quoi l'eau lourde précisément? Alors, l'eau lourde, on peut appeler ça un modérateur, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui permet d'entretenir la réaction en chaîne qui était étudiée. C'est-à-dire que soit vous libérez cette réaction en chaîne et ne l'entretenez pas dans des proportions raisonnables, j'essaye de faire un peu court, et du coup, vous obtenez une explosion. Ou alors, vous utilisez un modérateur, quelque chose qui permet de contrôler cette réaction en chaîne et qui permet de l'entretenir sur une période plus ou moins longue et qui permet de fabriquer de l'énergie. Donc, en fait, la toute première pile atomique qu'on a eue en France, c'est grâce à l'équipe de Frédéric Joliot, justement. Elle s'appelait Zoé. C'est 0 oxyde d'uranium, donc ça c'est le combustible, le matériau lui-même, et Zoé et eau lourde, en fait, le modérateur, le ralentisseur, en fait, qui entretient cette réaction en chaîne. 0, c'est parce que c'était 0 énergie, c'était un prototype, on ne voulait pas encore qu'il produise de l'énergie, on voulait juste voir si en 48 la réaction en chaîne pouvait être entretenue, justement. Et c'est que 48 parce qu'il y a eu, on était très à la pointe. La France aurait dû être la première plutôt que les États-Unis à avoir un tel dispositif fonctionnant. Simplement, la guerre, la défaite et l'occupation ont fait qu'on a pris ensuite du retard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans quelle mesure... Vous pouvez vous lever, pardon, parce que je ne vous vois pas. Dans quelle mesure le fait d'être communiste a gêné sa carrière scientifique? Parce qu'on a vu Oppenheimer, par exemple, ça aurait pu vraiment gêner son avancée. Est-ce que ça a autant gêné sa carrière? Ça l'a gêné, pas du point de vue scientifique, parce qu'à tous les moments, ils ont pu poursuivre en fait leur travaux scientifiques en tant que tels, leur manip dans le labo, leurs observations. Ça l'a gêné dans le poids qu'ils pouvaient avoir en matière d'organisation de la recherche dans le pays. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut avoir des responsabilités. Autant à partir de 44-45, dans cette politique de réconciliation nationale, De Gaulle a ouvert ses portes aux communistes, et puis a nommé Frédéric Joliot à la tête du Haut-Commissariat. À partir des années 50, ça les a quand même beaucoup ralentis parce qu'ils n'avaient plus les responsabilités qu'ils avaient auparavant. Irène Joliot-Curie était un petit peu triste d'ailleurs de réaction parce qu'elle pensait qu'après le renvoi de son mari en 1950 et son non-renouvellement, parce qu'elle n'a pas vraiment été renvoyée du CEA en 1951, elle a été non renouvelée, pensait qu'il y aurait une sorte de levée de bouclier dans la communauté scientifique, et puis finalement d'autres scientifiques ont pris d'autres chercheurs, et notamment Francis Perrin, ont pris leur succession, et les travaux ont continué. Donc ça ne les a pas gênés scientifiquement. De toute façon, ils avaient atteint un tel niveau que voilà, mais peut-être en termes de poids sur l'organisation de la recherche, la structuration de la recherche dans notre pays, même si ça n'a pas empêché cette mise à l'écart, Irène Curie d'être aussi à l'origine d'un grand campus de recherche à Orsay. Vous connaissez peut-être le campus de Saclay aujourd'hui, on en parle beaucoup. Et c'est elle qui est à l'origine, au milieu des années 50, de l'embryon de ce qui est devenu aujourd'hui Saclay. Il y a le CEA, il y a le CNRS, il y a l'Université de Paris-Saclay. Enfin, c'est devenu une sorte de Silicon Valley à la française. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le moment. Monsieur. Ah, pardon, je n'avais pas vu. Ouais.
J'ai encore une question. Donc, elle a été évincée 2 fois du CEA, mais auparavant du ministère. Est-ce qu'elle est partie d'elle-même Elle a démissionné lorsqu'elle était sous-secrétaire d'État. Et puis, j'avais une question sur le CEA. Est-ce que son évincement... Parce qu'au début, le CEA, c'était à des visées pacifiques, mais le CEA gère également les aspects militaires. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle est partie? Alors, en 1936, son départ, c'est vraiment un choix personnel. C'est-à-dire qu'elle ne se plaisait pas dans un cabinet ministériel. Ça ne lui plaisait clairement pas. Elle avait voulu afficher sa présence pour les causes qu'on a évoquées, mais très vite, elle a passé le relais à Jean Perrin, qui les a assumés avec, on va dire, plus de flamboyance qu'elle, et beaucoup de succès lui aussi. Donc, ça, c'est vraiment un choix personnel. C'est pas du tout une éviction. Par la suite du CEA, là, en effet, c'est simplement... en fait, c'est une question d'orientation, d'orientation, de volonté d'emmener le CEA vers des recherches uniquement civiles, alors que déjà la France à ce moment-là, et je parlais de Gaulle, il n'a pas créé le CEA que pour créer des centrales nucléaires et fournir de l'électricité aux gens, lui non plus. Enfin, il y avait une vraie vocation militaire derrière qui était très fortement critiquée. Pour revenir à 1936, quand même, il y avait aussi une autre dimension un peu personnelle, c'est-à-dire que Frédéric Joliot était... communiste, très à gauche, partageait les combats féministes de sa compagne, mais était quand même extrêmement fâché qu'elle était appelée au gouvernement et pas lui. Ça, c'est quelque chose, et les enfants, Hélène Langevin et Pierre Joliot, dont je parle, ont souvent raconté cette anecdote, c'est-à-dire qu'il était très fâché, il lui en parlait tous les jours, il demandait de renoncer, c'est-à-dire que ça, c'est toujours le bon test. Quand on a des idéaux très grands, il faut voir à quel point on peut les appliquer dans son propre quotidien. Et lui, dans ce cas-là, a eu beaucoup de difficultés. La France était bien placée au niveau recherche nucléaire juste avant la guerre. Au moment donc quand il y a eu la recherche pour faire la bombe, à quel moment ça s'est coupé en France? Juste avec l'invasion, il n'y a pas eu du tout d'association des chercheurs français avec les autres chercheurs européens? Enfin, avec l'occupant, vous voulez dire? Non, américain. Non, justement. Est-ce qu'il y a eu... Il y a des qui sont partis aux États-Unis. Enfin, oui, tout à fait. Oui. Parmi les commissaires, les premiers commissaires du CEA, il y a Pierre Auger, par exemple. Pierre Auger est parti aux États-Unis. C'est d'ailleurs lui qui a alerté De Gaulle dans les toilettes d'un hôtel au Canada, entre 2 portes, pour lui dire attention, les Américains sont en train de développer ça parce que les Allemands pourraient bien développer ça. Donc c'est... Quelle année ça? Ça, ça va être 44, je pense. Ah oui. 44, pendant un croisement devant les toilettes. De Gaulle lui laisse 1 minute ou 2 minutes pour expliquer ça, et donc il explique attention, il y a une arme absolument terrifiante qui est en train d'être mise en place. Du coup, j'ai oublié le reste de votre question. Excusez-moi. C'est pas de ma faute, c'est Stéphanie qui m'a relancé. C'est de ma faute, je suis. Voilà. Non, c'est plutôt juste avant la guerre, justement. Oui, pardon. C'est plutôt au début, quoi. En fait, ça a été une rupture brutale des recherches. C'est-à-dire qu'il a fallu planquer tous les instruments, il a fallu planquer les matériaux, et la convention d'armistice de juillet 1940 interdisait toute recherche militaire ou même lointainement militaire à la science française. Donc tout était... Et donc on n'a aucun chercheur français qui a, par exemple, essayé d'aller aux États-Unis? Si, bien sûr. Oui. Je disais, Pierre Auger ou d'autres ont réussi à fuir le pays, continuer leurs travaux. Il y a eu une poursuite de travaux. Enfin, Joliot avait quand même un laboratoire au Collège de France, un laboratoire de synthèse atomique à Ivry, et donc pouvait continuer avec la complaisance en plus de scientifiques allemands qui étaient accueillis dans son labo et qui étaient tout sauf nazis, pouvait continuer quelques travaux, mais ça a quand même complètement cassé les pattes de la recherche française dans ce domaine-là, qui était très à la pointe, qui a assez vite quand même repris du poil de la bête, parce qu'on est revenu assez vite quand même à la pointe de la recherche nucléaire. Dans les années. Et pour continuer sur cette question, est-ce qu'il n'y a pas eu des chercheurs français qui ont été un peu séduits ou enfin dragués par les Allemands, par l'occupant nazi?
à ce moment-là? Assez peu. Il y a eu assez peu dans le domaine nucléaire, à ma connaissance, mais je peux peut-être me tromper, mais assez peu de collaborationnistes, ou assez peu. Dans d'autres domaines, hein, il y en a eu. Hein. J'ai une liste de noms que je pourrais donner un jour. Voilà, parce qu'on a toujours une image pas de liste de noms. du scientifique un petit peu voilà, intègre. Tout. En fait, on n'est ni pire ni meilleur que les autres. Et dans ce domaine-là, il y a eu, c'est pour ça que je posais la question, qui se sont compromis eux aussi, y compris au CNRS dont je chantais les louanges tout à l'heure. Il y en a eu partout. Donc voilà. Mais en tout cas, dans ce domaine-là en particulier, je pense que c'était tellement sensible que chaque pays, quand même, voilà, même les scientifiques français qui sont partis aux États-Unis pour les mettre, les embarquer dans le projet Manhattan, c'était évidemment non de la part des Américains. Ça restait très tourné vers le national. C'est comme ça d'ailleurs qu'on ne savait pas à quel état d'avancement étaient les Allemands et on pensait qu'ils n'étaient pas très loin de la bombe alors qu'ils en étaient encore très 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 loin. Einstein a d'ailleurs, je suis très bavard, il faut m'arrêter à un moment donné. C'est très intéressant, allez-y. Einstein a regretté par la suite parce que c'est quand même lui qui avait attiré l'attention du président Roosevelt et lancé finalement indirectement le projet Manhattan, et il avait dit par la suite, si j'avais su que les Allemands étaient aussi loin, ça j'aurais pas créé ce monstre terrible auquel on est abouti, quoi. Merci beaucoup pour l'exposé. On a vu que les Joliot-Curie avaient continué la science. Où en est la science aujourd'hui sur tous ces sujets-là? Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui sur la radioactivité et l'atome? Et surtout, qu'est-ce qu'on trouve? 44 secondes. Il me reste 43 secondes. Alors la recherche se poursuit, elle se poursuit au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, hein, le CEA. Elle se poursuit au CNRS, au sein d'instituts comme l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules, l'IN2P3. Elle se poursuit dans d'autres établissements. Donc c'est une... Évidemment, on n'est plus dans l'état un petit peu de tâtonnement et de réflexion et de découverte d'une science nouvelle qui est tel que c'était il y a un siècle. Malgré tout, il y a des champs immenses du savoir qui restent à explorer, tant dans cette recherche atomique ou nucléaire que dans la physique des particules, hein, qui va encore un stade en dessous, au-delà des atomes, au sein des particules. Donc il y a énormément de travaux. Je suis désolé, je vois 5 secondes avant la fin, ça va m'être difficile de faire le panorama complet des recherches, mais ça reste un domaine extrêmement important, avec des instruments dont vous entendez souvent parler. D'ailleurs, il y en a même en Normandie. Il y a le GANIL à Caen. Il y a les grands instruments du CERN en Suisse, enfin à cheval sur la Suisse et la France. Donc ça reste un domaine extrêmement porteur du point de vue fondamental pour comprendre ces particules, mais aussi du point de vue des applications qu'on peut espérer ou craindre. Ça dépend dans quel angle on se place. Donc ça reste un domaine très dynamique. Mais je suis désolé pour le détail, là je vous encourage à aller voir peut-être sur les sites des différents établissements, voir un peu les projets qui se développent, je ne les connais pas tous. On va peut-être s'arrêter là, à moins qu'il y ait une question encore. Non, il n'y a plus de questions? Bon. Oui. Merci beaucoup Denis Gutleben, merci beaucoup Constance Dolé. Et voilà, la journée continue sur les épaules des géants et des géantes.